Bienvenue à Selon une étude. On tenait à faire une petite intro pour vous mentionner que le son, l'audio de l'épisode que vous vous apprêtez à écouter n'est pas parfait parce qu'il y a eu des problèmes lors de l'enregistrement. Ça titille l'oreille. Ça titille beaucoup l'oreille, mais Un petit peu. un petit peu. On l'a fait corriger du mieux qu'on pouvait. Moi, j'ai envoyé ça à des amis magiciens du son qui ont fait vraiment le maximum qu'ils pouvaient faire avec les fichiers audio qu'on avait. On n'avait pas envie de ne pas diffuser les épisodes parce que le contenu était vraiment bon, les propos étaient pertinents, les invités ont été généreux et ouverts. Ouais, puis c'est un sujet important. Exactement. Donc, on tenait à les diffuser quand même, mais gardez en tête que le son n'est pas parfait pour ceux-ci. Et pardonnez-nous pour ça. Mais enjoy la belle discussion qu'on a eue. Donc, épisode, selon une étude, Oui, sur la désirabilité sociale. qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Avec Martin Vachon. Est-ce qu'on peut le googler avant de commencer? Je veux pas avoir de la cave. Je veux que le monde m'aime. T'as tout googlé dans le char, il s'est préparé. Donc, notre invité aujourd'hui, Martin Vachon. Et on est évidemment avec ma co-animatrice, Catherine Raymond, docteur en neurosciences. Tout à fait. Et je suis Arnaud Rivard, humoriste simple mortel. J'ai vraiment compris Arnaud Rivard. Pas son nom. C'est mon nom de podcast. Arnaud Rivard. Mais je trouve qu'Arnaud, ça fait Radio-Canada, ça fait plus distingué Arnaud que Pierre Rivard. Bruno. C'est très TVA. Ça fait de neurosciences. Exactement. Ça fait je fais de la recherche. Ouais. Fait que moi, au lieu d'être Martin Vachon, je vais être Ghislain Vachon. Je suis moi aussi scientifique. Ben, quand le thème de la désirabilité sociale est venu dans nos discussions avec moi et Catherine, elle me disait qui on devrait inviter. Puis moi, ça fait 15 ans, de mettre en contexte, que je connais Martin. On fait des shows ensemble, on est des amis dans la vie. Et automatiquement, quand tu m'as expliqué un petit peu ce que c'était, j'ai fait hey, faut que j'appelle Martin. Genre. Puis quand je t'ai appelé, ça a pris 10 secondes, tu as fait oui, c'est moi ça. C'est moi, Oui, ça. c'est exactement. Je me suis totalement reconnu dans le sujet. Mais comment tu définirais la désirabilité sociale? La désirabilité sociale, là, c'est un terme qui était surtout utilisé en recherche avant, quand on essayait de comprendre pourquoi certains participants essayaient de comprendre c'était quoi nos hypothèses, puis ils voulaient être fins avec nous, puis ils essayaient de confirmer ce qu'on cherchait. Fait que si tu fais une étude sur l'association entre la dépression et la consommation d'alcool, la personne qui est désireuse sociale, elle va essayer de te faire croire qu'elle boit 2 verres par semaine, alors que dans les faits, elle en boit peut-être 6, mais elle veut aller de ton bord, là, elle veut bien paraître. Fait que la désirabilité sociale, c'est le besoin de bien paraître, c'est le désir de plaire aux yeux des autres. Puis c'est le phénomène qui fait en sorte que tu es dans un souper, puis là, ben, si les autres ont des croyances qui sont un petit peu inverses aux tiennes, tu vas les camoufler un petit peu, puis tu vas dans le sens de ce que les autres disent parce que tu ne veux pas provoquer de pagaille ou de discorde. Tellement ma vie que tu viens de décrire en une phrase. Ça, là, un souper, une discussion entre amis, n'importe... Tu dis quelque chose que je suis pas d'accord, mais je fais comme je perdrai pas mon temps à m'obstiner. Je fais comme oui, je veux pas créer de conflit, je veux pas, c'est pas m'affirmer, je veux pas ça. Puis des fois la chicane. Non, j'aime pas la chicane, j'aime pas les conflits. Je veux que tu m'aimes, mais en même temps, je sais pas si c'est ça. Je veux pas de conflit, je veux pas. C'est tellement difficile à dire, mais. T'es la personne la plus gentille que je connaisse, comme dans l'industrie, là. T'es dans les gens les plus gentils, toujours comme tout le monde est-tu correct, tout est-tu beau, il n'y a pas de problème, tout est correct. Même si c'est quoi qui te dérange, puis je le sais, ça paraîtra jamais. Non. Souvent, les gens qui sont désireux socialement, qui ont ce désir de parler, c'est des gens qui sont très appréciés de leur entourage. Puis c'est pas eux qui vont le plus souffrir de leur désirabilité sociale. En fait, excusez, c'est pas l'entourage qui va souffrir de la désirabilité sociale de quelqu'un, c'est cette personne-là qui va elle-même finir par en souffrir parce qu'on met un petit peu en dessous du tapis nos désirs les plus profonds, ce qu'on voudrait faire ou ce qu'on voudrait dire dans tel contexte pour plaire au groupe. Comme toute chose en santé mentale, tu sais, c'est sur un continuum. Là, être un petit peu désireux social, il n'y a pas de problème avec ça. Mais les gens qui amènent ça à un autre extrême, souvent, c'est des gens qui vont se mettre de côté au détriment des désirs des autres. Fait que ça peut amener plusieurs symptômes négatifs. Parce que c'est fucking lourd, genre gérer tout le temps. Est-ce que tout le monde est correct? Est-ce que moi, là, je vais relire un texto, un courriel 8 fois que c'était-tu correct ce que j'ai dit? C'était-tu clair ou je veux pas froisser la personne ou moi, je suis pas capable de dire non. Je suis pas capable de dire non. Puis les rares fois que je dis non, là, je me sens mal, j'angoisse. J'aurais dû dire oui. Non, mais tu as le droit de t'écouter. Exactement. Puis en ce moment, j'ai commencé à consulter dernièrement, puis je travaille beaucoup ça. de mettre tes limites. Mettre mes limites et de la phrase qui m'a sauvé, je trouve, dans mes angoisses, dans mes anxiétés, c'est quand ma psy me dit « Martin, est-ce que tu considères
que tu pourrais être une bonne personne, mais malgré que tu as fait soit des erreurs ou que tu as dit non ou que tu as froissé quelqu'un? Fondamentalement, est-ce que tu penses que les gens vont penser que tu es quand même une bonne personne? Je fais oui. Parce que là, ma vie, c'était rendu, je suis Ned Flanders. Ouais. Je veux faire plaisir à tout le monde, je suis tout le temps de bonne humeur, mais à un moment donné, c'est fucking lourd à être... Souvent, en thérapie, on va travailler sur ce qu'on appelle les croyances irrationnelles, c'est-à-dire que les gens qui adoptent des comportements à l'extrême, que ce soit la désirabilité sociale ou toute autre chose, là, même les comportements anxieux, la peur qu'on peut ressentir au quotidien, etc., c'est qu'il va y avoir une croyance que si on n'adopte pas ce comportement-là, il y a quelque chose de dramatique qui va se produire. Puis souvent, ces croyances-là, on n'y accède pas consciemment, hein, c'est très enfoui, mais ça va vraiment guider nos actions. Fait que en thérapie, quand on pose ce type de questions-là, c'est pour ramener tout ça à la conscience pour que les gens soient capables de s'exposer aux situations qui craignent, comme dire non, comme dire une croyance qui va à l'encontre de celle des autres dans un souper, réduire toute la culpabilité qui est associée à ça, Alouette. Parce que la culpabilité, c'est ça, il me semble. C'est ça qui revient souvent, je pense, quand les gens sont un peu comme ça, c'est que tu te sens mal de tenir ton bout, finalement. Là. Totalement. Moi, je me sens mal. On dit, prenons ça, tu m'as invité, t'es mon ami, je te dis non, hey, là, je me sens pas bien. Là, dans le fond, Martin, il voulait pas venir. Exactement. On l'a pogné. Je le savais. Si on avait besoon d'un invité, je sais qu'il va dire oui, il n'y a pas le choix. Mais oui, puis c'est ça, on veut pas décevoir, la peur de décevoir, puis c'est... Je sais même pas d'où que ça vient, mais je pense que c'est inné dans la personne. Je pense que c'est... J'aime que les gens soient bien. Je pense aussi que c'est quelque chose d'égoïste. À la base, j'aime être gentil. J'aime retour ça. Ben oui, que t'as, mais juste pour moi, envers moi, t'as l'impression d'être une bonne personne. Je sais pas si c'est le fun d'être gentil. Je pense que c'est plus le fun qu'être une marde. Ben oui. Puis, parce que les personnes qui sont des mardes, même s'ils font semblant que ça leur dérange pas d'être une marde, c'est ceux qui ont un peu des remords ou, comme un moment donné, ils se trouvent dégueulasses comme personne. Ils font comme, je suis une marde. Pourquoi j'ai dit ça même? Pourquoi j'agis de même? Parce que là, j'ai l'air de vraiment d'être un ange, mais je suis pas un ange où, quand je réponds raide à quelqu'un ou avec mes enfants, je suis impatient. Je le sais que j'ai mal agi. Fait que je me dis que si je suis une personne moins gentille que je suis présentement dans la vie, c'est sûr que ce monde-là, ils doivent... Tu sais, Pépé, elle le connaît depuis longtemps. C'est une marde, des fois, là. Et je me dis... Pépé comme moi! Non, mais t'es pas une marde, mais on dirait t'as une plus grande facilité à dire non ou à... Il s'affirme. Oui, c'est ça. Tu t'affirmes plus que moi. Ouais. Même si ça froisse la personne, là, tu dois... Comment tu gères ça, toi, quand on dit tu dis non, puis tu sais que ça a offusqué quelqu'un, genre? C'est que je mets mes limites à moi, en fait. Je me suis longtemps pas respecté. J'ai longtemps été justement d'aller trop loin dans le désir de l'autre pour que l'autre soit heureux, puis je m'oubliais là-dedans, puis je devenais malheureux. Fait que quand j'ai spoté ce comportement-là, j'ai juste appris à mettre mes limites plus tôt, puis j'y allais, c'est des petites affaires. Exact. On s'expose graduellement. Ouais, tu veux-tu une autre assiette? Puis là, je fais non. Puis là, j'en voulais pas, tu sais. Puis là, j'ai essayé de manger au complet, puis là, je fais non. Mais juste, à chaque fois, je me sentais bien de l'avoir fait, puis éventuellement, t'étends ça, puis... C'est ça, tu trempes ton orteil dans l'eau, tu y vas graduellement, tu vas pas sauter. Oui, c'est ça. En fait, c'est de désapprendre ce comportement-là graduellement. C'est sûr que si pour mettre tes limites, la première action que tu essaies de poser, c'est de dire non à un gros tournage pour un producteur super important, parce que c'est peut-être plus difficile, tandis que de dire non merci, j'ai plus faim à un souper quand quelqu'un te propose une deuxième assiette, mais c'est la première étape à entreprendre parce que c'est plus facile comme geste à poser, mais le cerveau encode quand même que dire non, c'est peut-être pas si dangereux que ça finalement parce que le retour est quand même bon autour de moi, tu sais. Puis comme tu disais un petit peu plus tôt, c'est vraiment difficile de déconstruire la désirabilité sociale parce que c'est quelque chose qui est très valorisé, d'être fin, puis d'être un peu comme être perfectionniste. Puis souvent, la désirabilité sociale, c'est très associé au perfectionnisme, qui est un autre trait de personnalité, mais les gens qui sont perfectionnistes vont avoir tendance à être, à avoir aussi de la désirabilité sociale, à avoir un retour positif des gens. Puis tu as dit un super bon point parce que c'est vrai que c'est valorisant parce que j'ai réalisé que j'aimais ce que PB a dit. Tu sais, les fois, de savoir que dans le milieu, il y a beaucoup de gens qui m'aiment parce que je suis reconnu comme la personne très gentille, ben c'est le fun. C'est plus le fun d'être reconnu par ça que par il n'est pas parlable, puis appelle-les pas. Tu sais, j'aime ça. Mais en même temps, il y a un envers de la médaille. J'aimerais être quelqu'un aussi qui s'affirme plus, puis qui est plus de ses valeurs, puis que
sais, Chris, à quel point que je suis dans ce pattern-là, sur plein d'aspects, j'ai réalisé dernièrement, j'ai jamais eu, genre, de style de musique préféré. Qui est ton band préféré? J'aime tellement tout dans la vie, pour vrai, mais c'est vrai, j'aime plein de styles de musique, mais... C'est la personne qui dit « tout sauf le country ». Ouais, des affaires comme ça. Mais ouais, tout ça sauf le country ou le trop rock musique, le hardcore heavy metal, tu sais. Ouais. Mais j'ai réalisé que, aïe, je réalisais dernièrement, je suis qui? Parce que j'aime tellement tout, je veux tellement... Est-ce que c'est pour plaire ou c'est juste parce que j'aime beaucoup de choses, mais t'es comme moins défini comme personne quand tu veux plaire à tout le monde, quand tu veux tout le temps dire oui, que quand tu sais tes limites, c'est ça ma limite, je vais m'affirmer, je vais dire non, tu te connais plus en tant qu'humain, je pense que c'est cool. Fait que moi, oui, tant que j'aime ça, que faire plaisir à tout le monde, mais tant qu'il y a une partie de moi qui aimerait, qui voit des personnes qui s'affirment plus, de faire comme « Ah, si, j'aimerais ça être capable de dire non. Hein, lui, là, ça ne tentait pas d'aller déménager son ami, puis il l'a dit « Ah non, je ne pourrais pas être là. » Puis il vit bien, il est chez eux, puis il n'angoisse pas sur le fait qu'il dit non. Je dis « Wow, ça a l'air le fun, ça. » Mais as-tu l'impression, puis c'est vraiment une question que je pose parce que je ne sais pas, mais qu'on a tendance peut-être à plus respecter les gens qui s'affirment puis qui disent non d'un point de vue social? Ben, on les respecte, puis en même temps, juste parce qu'on ne peut pas les manipuler. Ouais. Moi, je le sais. Puis souvent, je vois la game de quelqu'un qui me manipule parce que puis j'embarque là-dedans parce que je fais comme ah oui, je vais le faire, mais quelqu'un que tu sais que cette personne se tient debout, elle s'affirme, mais tu vas pas tenter d'aller peut-être profiter de cette personne-là. T'sais, moi, j'ai réalisé que j'étais comme mon père quand j'ai travaillé avec lui. Mon père, il me fait peur toute ma vie. C'est un homme droit, c'est le père là, qui gueule à être là, tu fais ça. Puis quand j'ai travaillé avec lui, j'ai fait qui est cet homme? Parce que c'était l'homme le plus genre gentil, mais serviable, mais mou. Le monde abusait du monde des supérieurs, des jobs là, avec des gros salaires, mais peu d'éducation des fois. Là, le monde, les boss profitaient de mon père. Mon père faisait tous les employés parce que lui, il était dans l'époque, il voulait pas perdre sa job. Les anglophones vont voler ma job. Fait que, là, je suis obligé, il y a un secondaire 5, mon père, puis il avait une job vraiment bien payée, puis faut pas que je change ma job. Fait que, il travaillait, puis là, je voyais, t'es qui toi? Il y avait des styles vraiment différents au travail versus à la maison. Puis ça expliquait pourquoi à la maison, il voulait s'affirmer, puis dans la vie de tous les jours, il était plus raide parce que au travail, il n'était pas capable de s'affirmer, puis il voulait plaire à tout le monde, puis il était trop gentil. Puis je voyais les patrons abuser de lui, ça me fâchait, puis j'ai réalisé c'est que le monde abuse de moi vu que je suis tellement gentil, puis que... Ça t'a donné ce genre de reflet-là. Ouais. C'est drôle que tu dis ça, puis je suis vraiment pas là pour faire une thérapie, là. Je veux dire, je ne te connais que de 20 minutes de ça, c'est pas ça que je veux faire. Mais un solide 20 minutes. On va dire, on en a parlé. Là. C'est un bon 20 minutes. On a jasé. Mais dans la littérature, ils disent que quand il y a une asynchronie, entre... Laisse-moi juste googler asynchronie. Okay. Je te reviens. Non, mais check bien ça. Quand il y a une asynchronie entre le style du parent puis de l'enfant, fait que, mettons, justement, le parent qui est plus, qui est plus dirigeant, il cadre la famille, etc., puis que l'enfant, lui, naturellement, n'est pas comme ça, qui va être plus serviable, puis mou, entre guillemets, comme tu dis, ça va créer des enfants qui sont plus désireux socialement, qui vont vouloir plaire parce qu'ils apprennent que, pour avoir du fun avec papa, il faut que je m'adapte à son style de personnalité. Fait que tu t'oublies un petit peu là-dedans, tu sais. Fait que c'est ça que je veux dire par asynchronie, c'est quand les deux styles entre le parent et l'enfant sont différents, ça fait en sorte qu'on doit porter un petit peu plus un costume en tant qu'enfant pour plaire dans notre environnement familial, et donc on garde ce costume-là finalement quand on évolue, puis on apprend à se fondre dans la masse pour... Fait que là, moi qui est quand même gentil que mon enfant, tu me dis je devrais être un peu plus sévère comme mon père pour qu'il soit comme moi, qu'il soit gentil, qu'il dise oui à tout. OK, watch out, Liam m'en vient. Pour qu'il se sente mal tout le temps. Liam. Je m'excuse. Ben oui, t'as-tu de la misère d'enfant à... C'est-tu un peu comme ton père? T'as-tu de la misère à t'affirmer avec tes enfants ou tu sais aussi? Puis... Je me sens coupable parce que je pense que n'importe quel parent va tout le temps se trouver un mauvais parent. Il va pas voir les bébés qu'il fait envers son enfant qui donne beaucoup plus d'amour, n'importe quoi, qui gère, puis que des bonnes interventions que tu vas faire, tu vas juste te rappeler des mauvaises interventions que tu as. Moi, j'ai le « hey » qui vient rapidement, là, le « hey » de mon père, de « hey, là, ça va être ça », puis genre, je suis très strict sur le manque de politesse envers, on dirait un enfant, si mon enfant, il a 5 ans, mais il va dire à ma blonde, là, « non, toi, ferme ta bouche », « hey, boy », là,
Puis je suis tellement gentil dans la vie, mais c'est le moment que là, je suis strict. Fait que, avec un enfant, je vais te dire, non, je suis quand même plus strict. Il y a plus le côté de mon père qui ressort. Finalement, c'est comme ton père. Oui, mais pour vrai, je suis un peu comme ça, mais diminué parce que, contrairement à la génération de nos parents, pour la plupart, nos parents faisaient peut-être pas le cheminement de thérapeutique, de thérapie qu'on peut faire. D'introspection, c'est ça le mot que je cherchais, merci. Tu sais, moi, dès que je fais quelque chose que, là, je me rends compte du pattern que je viens de faire, je vais changer ça. On a accès à l'information aussi. Exact. C'est une génération on essaie de s'améliorer personne. Eux autres, il y avait moins de ressources, puis ils essaient juste de faire de leur mieux avec les ressources qu'ils avaient. C'est stigmatisé aussi, il faut dire, dans le temps de nos parents, que de parler de santé mentale, puis d'anxiété, puis de style d'éducation, puis XY, là, on n'allait pas nécessairement chercher cette info-là. L'exemple parfait pour ça, Liam a commencé la maternelle il y a 2 semaines. Et il y a eu des mal de ventre la semaine avant, vraiment beaucoup. On pensait que c'était la gastro, tout ça. Puis on a réalisé quand il nous a... stressé. Ben, c'est ça. Il nous a dit, j'ai peur de la... Puis là, j'ai fait, c'est du somatique qu'on dit, genre, quand c'est... psychosomatique. Exactement. C'est bobo, reflétait son insécurité. Et là, j'ai fait, puis là, j'ai lu là-dessus, puis je me disais, OK, faut tout, sauf, faut pas faire, genre, non, ça va aller. Parce que c'est comme si tu diminuais il est pas bien. Si tu dis qu'il est comme pas normal, il va se sentir mal. Mais quand tu as dit ça, sur la génération de nos parents, hey boy, si moi j'avais eu mal au ventre avant l'école, non, c'est correct, ça va être correct, là, t'as envie de caca. C'est juste ça. Puis là, moi, non. Vu que notre génération, on fait plus attention aux signes, j'en ai parlé à mon enfant, j'ai fait comprendre que c'est normal d'avoir peur, que moi aussi j'avais peur quand j'étais jeune. Puis OK, de savoir que papa aussi était nerveux. C'est ça. De pas le ridiculiser, de pas diminuer son mal. Ils disent que la chose la plus importante à faire dans un premier temps, c'est de valider comment l'enfant se sent, même si on trouve que la réaction est exacerbée dans le contexte, même si on se dit, mon Dieu, mais moi, dans mon temps, moi, j'ai fait la guerre, mon petit gars. C'est trop mal de vendre le cours d'école, là, on va passer. Fait que c'est de valider puis d'expliquer. Fait que tu as fait la meilleure chose, finalement, là, c'est de dire, puis on fait un épisode complet sur le stress, fait que je m'éparpillerai pas là-dessus, mais de dire, tu sais, quand tu es stressé, tu as mal au ventre parce que tu sécrètes des hormones de stress, puis ça vient perturber la digestion. Puis écoute, moi aussi, j'ai mal au ventre avant chaque spectacle, ou j'ai mal au ventre quand je fais face à n'importe quelle nouvelle situation, etc. Mais c'est la meilleure façon pour que l'enfant se dise, comme, mais ce que je ressens en ce moment, c'est normal, puis 2, ça va passer. Tu sais, je serai pas pognée avec ça toute l'année, ça va me passer pendant quelques semaines, puis après ça va être fini. On a plus cette approche-là que nos parents pouvaient l'avoir. Oui, c'est bien. Mais est-ce que d'avoir un enfant, tu penses que naturellement, ça te met en position où tu t'analyses plus puis tu as une espèce de désir de t'améliorer plus que quand t'en avais pas? Juste parce que t'es comme, OK, là, il y a quelqu'un d'autre qui va y copier. Fait que je vais vraiment prendre le temps de regarder pour être sûr de ne pas scraper ce projet-là maintenant. Oui, mais c'est sûr. Mais ça, c'est sur tous les aspects de ta vie. Okay. C'est sur ton travail. Je me dois, depuis que j'ai mes enfants, de travailler plus, pas juste pour subvenir à leurs besoins, mais juste m'assurer qu'il y ait un avenir, qu'il ne manque jamais de rien. Fait que ça m'oblige à m'appliquer plus dans mon travail. Tu as raison sur la personnalité, sur qui je suis, parce que tu veux pas être un mauvais père. Tu peux pas scraper tes chances, même. Tu sais, puis on est, comme je disais, on est tous des bons côtés et des mauvais côtés d'être parent. Puis dès qu'il y a un mauvais côté de ta personnalité qui ressort quand t'es parent, tu fais comme, OK, non, faut que je travaille là-dessus parce que c'est pas à lui, mais faut pas que tu sois trop sévère avec toi. Ma blonde, que je considère comme la meilleure mère au monde, des fois, elle se tape ça à la tête. J'ai pas été fine. Je fais, non, c'est tout à fait normal. On crie tous après nos enfants, on perd. Fait que, tu sais, faut faire ça, faut avoir le souci de s'améliorer en tant que personne, mais il faut aussi se donner des chances, puis pas se taper ça à la tête. Moi, je suis très perfectionniste dans toutes les sphères de ma vie. Fait que c'est sûr que des fois, je me dis, ça, c'est peut-être mon perfectionnisme qui fait en sorte que je voudrais être le père parfait. Ça n'existe pas, le père parfait. La désirabilité sociale, c'est très, très intimement associé au perfectionnisme. Il y a des gens qui ont cette désirabilité sociale-là puis qui ne présentent pas de perfectionnisme à un degré super élevé, mais ça vient souvent de père, tu sais. Puis dans le perfectionnisme, il y a 3 sphères. Il y a la désirabilité sociale, le besoin de plaire, etc. Mais il y a aussi le fait d'avoir des exigences super élevées envers soi. Puis à regarder ton CV, je me dis que ça doit être un peu... À date, t'es 2 en 2. T'es sur le bord de gagner un toutou. Je sais pas c'est quoi la 3e étape, mais là, je me suis reconnu dans les 2 premières étapes. Mais c'est ça. La 3e, qui est
pas présente chez tous, mais chez la majorité, puis là, tu me dirais si c'est ton cas, c'est le fait d'avoir des attentes élevées envers les autres aussi. Ding, 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 ding. Ben oui. Ah, tu vois, je pensais que non. Parce qu'on en avait parlé, puis je me demandais, j'étais comme, non, je pense que Martin, il est justement... Mais c'est peut-être parce que tu le dégages pas quand quelqu'un te déçoit. C'est sa désirabilité sociale. Mais sais-tu quoi? Il se présente sur une autre forme que je viens de réaliser. Quand je suis impatient avec quelqu'un ou quand je suis... Puis là, je suis moins fier de moi parce que je manque d'empathie. Ouais. J'ai réalisé que c'est ça. C'est arrête de perdre du temps à te moi, le monde qui se morfond sur eux-mêmes, qui se plaint, qui accuse la vie d'être difficile avec eux, je fais non. Je fais comme c'est toi, travaille plus fort. Mais là, je leur donne le même genre, les mêmes attentes que j'ai envers moi. Que non, si ça va pas bien les affaires, c'est parce que tu devrais travailler plus, tu devrais faire ça. Fait que je deviens exigeant, mais dans ma tête, je n'avais pas des attentes. Mais non, c'est toi, je suis fier de toi, t'es rendu là. Mais où que ça me rejoint, c'est quand le monde se plaint, là, je n'ai pas de patience et je veux qu'il y ait des meilleures attentes envers eux-mêmes. Mais sinon, je ne l'ai pas. Puis j'aurais répondu, bébé, comme toi, si j'avais pas eu ma thérapie avec ma psy la semaine passée. Parce que j'ai tellement... Ben non. Puis j'ai réalisé, mais pourquoi je suis impatient? Parce que si tu le gères pas comme moi, je le gère, tu m'énerves. Ouais. Ou des fois, là, c'est d'autres choses sûrement, ça a peut-être rapport avec la désirabilité sociale. Il n'est pas facile à dire. Quand je ne peux pas t'aider, ça me gosse. L'impuissance. Mais non, mais t'as mal au ventre. Je peux comme pas t'aider si ton mal de ventre, genre. Mais si t'as besoin de quoi pour de la job, puis tu veux qu'on brainstorm, hey, mon gars, je vais tout arrêter ce que je fais pour t'aider, parce que ça va me faire plaisir de t'aider. Mais j'ai réalisé que j'ai moins de patience sur des choses que je peux pas aider. Mais mettons là, que quelqu'un fait un contrat pour toi. Ouais. Okay? Quelqu'un fait un contrat d'écriture pour toi, puis il te renvoie quelque chose qui n'atteint pas les standards que tu te serais mis. Ouais, je suis très difficile. Bon, mais c'est ça. Ouais. Ça aussi, c'est un schéma d'exigence élevé. Là, c'est ça, je l'ai. OK, bon. Fait que perfectionniste, check. OK. Ding, ding, ding. Ouais, non, mais moi, c'est drôle parce que, tu sais, on a travaillé, on n'a pas travaillé ensemble, mais j'étais juste, on faisait une émission de TV, puis il fallait que tu écrives un numéro, puis là, on se parlait à travers ça parce que c'était très rapide comme rythme, puis il fallait vraiment comme livrer. Fait qu'à un moment donné, il m'appelle, puis tu me dis, hey, ça, c'est mes jokes. Puis là, moi, j'essaie de donner des idées, mais t'étais comme, non, t'avais besoin de petites affaires très précises, puis tout le reste, c'était comme, touche pas à ça, genre, même pas ça, genre. Ouais, exactement, ouais. Je suis pain in the ass de travailler avec lui parce que je sais exactement ce que je veux ou ce que j'ai besoin. Puis, des fois aussi, quand c'est sous pression, ça devient encore pire. L'anxiété monte un peu. On se tue vite parce qu'on est comme, OK, ça, c'est pas un problème. Fait que crée pas un problème avec quelque chose qui, pour moi, n'en est pas un. Mets-moi pas un doute parce que je suis assez facilement... je fais de l'anxiété tout seul. Fait que, ouais, mais j'avoue que ça peut... C'est relié à ça. Puis, mais tu l'as très bien dit. J'ai des amis, des fois, avec des commandes d'auteurs, n'importe quoi. Je fais... Vraiment, c'est pas à ça que je m'attendais. Est-ce que tu juges, mettons, que ce perfectionnisme-là au quotidien peut t'amener une certaine détresse ou si c'est pas au quotidien, à certains moments dans ta vie? Oh, tout à fait, parce que t'es jamais vraiment satisfait de toi-même. C'est très dur parce qu'on va aller tester des blagues. OK, parfait, Martin, tu testes, c'est correct. Mais je veux toujours, dans toutes les sphères de ma vie, faire des sans fautes. J'aimerais que mon rodage soit déjà bon. Puis quand ça va moins bien, genre un petit segment, au lieu de savourer sur le fait que hey, j'ai plein de nouvelles jokes qui ont bien marché, qu'est-ce que ça n'a pas marché, ou j'ai eu la cave, j'ai bafouillé, ou j'ai juste bafouillé. Je me tape sa tête live on stage parce que j'ai bafouillé. Je fais comme, je veux que ça soit parfait, je veux que nos relations interpersonnelles, quand je vous dis bye, si c'est awkward pour une raison X, j'ai dit comme bye, ou puis j'ai bafouillé, ou là ça allait bien, je m'en allais partir, c'était super parfait, j'ai comme voulu dire une petite joke en partant, puis là, ça fait comme, hey. Là, je m'en vais dans mon auto, je fais comme, t'es maladroit, comment on s'est dit, ben, ça a comme, ça me gosse. Je veux être parfait même dans mes babayes. Non, mais c'est lourd. Non, j'entends ce que tu dis. C'est fou, tu sais, parce que le perfectionnisme, c'est vraiment comme le défaut chouchou des gens. Tu sais, puis c'est une blague qu'on fait souvent là, avec les défauts. C'est quoi ton pire défaut en entrevue? Puis les gens, moi, c'est parce que je suis perfectionniste. Mais dans les faits, pour certaines personnes, le perfectionnisme, c'est un gros défaut parce que ça met un bâton dans les roues. Il y a des gens qui sont si perfectionnistes qui ont de la difficulté à se mettre en action au quotidien puis à commencer un travail parce que tu te dis, crime, la barre est tellement haute sur ce que je veux atteindre, ce que je veux faire, que c'est impossible. Fait que ça crée une espèce de longueur de
j'ai de la difficulté à me mettre en action puis à produire quelque chose. Donc, il y a des gens qui vont carrément être dans le mode freeze. Là, ils ne seront pas capables de se débrouiller. Et donc, ça peut mener à de la dépression, de l'anxiété, même des idées suicidaires, des troubles alimentaires chez certaines personnes qui vont aussi appliquer ce perfectionnisme-là à leur image corporelle, etc. Oui. Fait que c'est un défaut. Là. C'est un défaut. Oui. Mais il y a quand même un bon côté de ce défaut-là, c'est que je me prépare vraiment bien dans toutes les sphères de ma vie. Je m'applique beaucoup, mais il faut diminuer ça. Il faut prendre ce trait de ma personnalité-là, faire comme, wow, t'es vraiment perfectionniste. Il y a quand même, ça t'amène des bonnes choses parce que tu travailles fort, mais là, slack un peu parce que là, ça fait en sorte que ça va affecter plein d'autres sphères de ma vie parce que je vais moins passer du temps avec mes enfants parce que je veux absolument bien me préparer pour que tout soit un parfait. tournage ou un show, n'importe quoi. Fait que là, faut juste... C'est ça. En fait, je relativise. Si je dis c'est un défaut, en fait, c'est que comme tout, en santé mentale, c'est un continuum. Ouais. Tu sais, s'il y a une courbe en U inversée, dans le sens où c'est pas plus t'es perfectionniste, plus tout est parfait. Tu sais, il y a comme un certain équilibre à respecter pour que le travail soit bien fait, puis que ta maison, oui, elle soit bien rangée, puis que tu sois en bonne santé physique, mais que ta santé mentale en écope pas, tu sais. Sais-tu ce que... Là, ses oreilles vont y sciller, mais on a travaillé sur... J'ai réalisé que l'estime de soi, c'était comme on dit, c'est une grosse tarte, là, il y a un gros cercle, puis l'estime... Moi, j'avais beaucoup d'estime dans mon travail. C'est beaucoup important. Puis peut-être c'est tellement aucune notre estime vie. dans mon travail. Non, mais tu te valorises un peu par ton travail. Oui, beaucoup. Tu sais, c'est genre, nous, je pense, la plupart des artistes, c'est tellement proche de ce qu'on est en tant qu'humain, c'est que beaucoup de notre estime vient de... On se valorise par un travail, ça a bien été ce que les autres nous ont dit, ou on est fiers de nous là-dedans. Il y a une partie famille, mais moi, ma tarte était beaucoup sur le travail. Fait que ça fait en sorte, justement, la désirabilité sociale était beaucoup présente dans ma plus grosse tarte de mon estime personnelle. Fait que je travaille à aller chercher ailleurs ça pour diminuer. Elle ne pourra jamais partir. Je suis comme ça, je veux plaire aux gens, je veux être gentil. Mais juste que, trouve donc d'autres estimes dans d'autres affaires que ça. Ouais, c'est que c'est tellement renforçant pour le cerveau, ce type de comportement-là, parce que, tu sais, à chaque fois que tu te sens bien, mettons, plus je dis tu parce que je te parle, mais c'est tu toi aussi. Tu sais, à chaque fois qu'on se sent bien dans quelque chose qu'on fait, le système de récompense dans le cerveau s'active. OK? Puis ça, on sécrète de la dopamine, puis on est comme, je me sens bien, puis c'est plaisant. Et donc, à chaque fois, par exemple, qu'on reçoit un retour positif parce que, bon, t'as fait une émission, t'étais super bon, ou t'as fait un spectacle, les gens ont ri, ton cerveau était comme, c'était vraiment le fun, cette activité-là, tu sais, je veux la refaire. Puis ça fait en sorte qu'on peut devenir dépendant, entre guillemets. Je le mets entre guillemets parce que c'est pas quelque chose de pathologique, là, qui nécessiterait nécessairement un traitement comme la dépendance à l'alcool, mais on peut devenir très attaché finalement à ces situations-là. Et que c'est difficile pour le cerveau de se dire, je vais m'en priver. Tu sais, je vais faire en sorte que ces contextes-là soient moins prenants dans ma vie que passer du temps justement en famille à faire un petit casse-tête, tu sais, à la place de peaufiner. La dopamine est moins présente là quand tu réussis le casse-tête de passe-partout. Le 8 morceaux. Personne m'a applaudi. Le 8 morceaux que tu fais pour la 42e fois. Oui, mais je pense pour ça aussi que quand ça va moins bien dans notre travail, c'est là aussi ça fait encore plus mal parce que c'est ce qui nous donne de plus de dopamine, de bonheur. Mais quand ça va pas bien, ça nous fait encore plus mal. C'est l'annonce Flexoflex, là où ça fait mal, mais c'est ça. C'est là que ça nous fait mal. T'sais. Mais le travail, justement, c'est quelque chose que je voulais aborder avec toi parce que, d'un, tu touches à tout. Tu es comédien, tu es animateur aussi, tu es humoriste, évidemment. Et c'est des jobs qui sont connexes, mais différentes en même temps. Ouais. Puis toi, tu fais les trois. Ouais. Puis c'est ça qui me fascine parce que la désirabilité sociale, j'ai l'impression que dans ce contexte-là, gérer une audition, ça doit être horrible. Hein, parce qu'une audition, je sais pas, moi j'en ai fait, puis c'est dégueulasse comme contexte. Là. Tu rentres là. Les pubs, c'est dégueulasse. Ouais, les pubs, c'est pire. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, une pièce de gens que tu veux avoir le rôle, mais t'as une pièce de gens comme qui sont pas ouverts, qui sont pas généreux, là, sont juste comme vas-y, whatever, chante la tatoune du buffet Casa Corfou. Mais ça doit être confronté là-dessus, justement, ce perfectionnisme-là, puis cette espèce de, est-ce que, tu sais, de pas avoir la job, parce qu'on vit beaucoup d'échecs dans ce métier-là. Plus que de réussite. Exactement. Ouais. Fait que pour un tempérament comme toi, ça se négocie comment, ça? Mais je pense justement le fait que je touche à tout, j'ai moins de refus parce que
quand on dit ça va moins bien comme comédien, j'ai moins d'offres, mais là, je travaille plus comme humoriste, j'ai plus de gigs, puis là, on m'offre une gig télé. OK, là, je suis animateur, mais... Tu balances. Je balance, je surfe sur les offres au lieu de... Je suis qu'un comédien qui attend des auditions, puis là, j'ai 2 auditions, je les ai pas eues, et là, ça me détruit intérieurement parce que j'ai rien d'autre. Mais là, justement, j'ai plein d'affaires. Mais est-ce que c'est... Tu sais, moi, genre, je disais que j'aime beaucoup tous les styles de musique, mais je touche à tout. Mais regarde, justement, je suis éparpillé même dans ma vie professionnelle. Mais fondamentalement, ce que je suis le plus heureux, ce qui me donne le plus de dopamine ou ce que j'aime le plus, c'est l'humour. Mais moi, j'ai besoin de travailler dans d'autres sphères pour gagner bien ma vie, tu sais. Puis j'adore être animateur, j'adore être comédien. Mais tu sais, l'humour, c'est vraiment ça. Et étrangement, pour les auditions, j'adore faire des auditions. Okay. Est-ce que c'est la recherche de vouloir être bon, vouloir plaire, je sais pas, mais j'adore me préparer. J'aime plus faire l'audition, me préparer, que décrocher le rôle, puis après, devoir le faire. Je fais, OK, ouais, là, il faut que je le fasse. Ah, ouais. Ouais, j'adore. Ah, je m'attendais pas à ça. J'adore. Moi, là, pour vrai, là, je me prépare comme si j'avais un rôle pour les Avengers à chaque fois, là. Pour des rôles, me préparer, mon perfectionnisme me fait en sorte que je vais me renseigner, je vais aller vivre des situations. Ta recherche, là. Oui, puis ça, j'aime ça. Puis m'entraîner, avoir un but, le faire, plus qu'un coup que je l'ai. Ah, OK, j'ai eu mon anane, j'ai eu mon objectif, je l'ai décroché, le rôle. OK, mais là, il faut le faire. Puis, c'est ça ton renforcement, c'est plus de le gagner. Ouais. Tu disais que tu étais compétitif aussi Totalement. un petit peu avant l'entrevue. Ouais. On fait que parlait c'est ça, on se met une compétition, de Big j'ai Brother. décroché, j'ai eu le rôle, yes, j'ai gagné le rôle. Dans ce temps, il faut que tu fasses la job. Ouais. Non, encore, je peux en faire un autre. Là, Fait que ton kick, il vient de te préparer jusque-là, de décrocher le rôle, d'avoir ta victoire là. Ouais. Mais le fait de diversifier, je pense que aussi, c'est ça, c'est une forme de... Tu sais, quand tu es dans plusieurs sphères en même temps, tu as des petites victoires à gauche, à droite. Fait que, tu sais, quand tu as un cercle qui marche pas, parce que moi, c'est plus l'écriture, puis un peu comédien, puis des trucs, l'animation, mais c'est la même chose. C'est que si j'ai une sphère qui va moins bien, ben là, j'ai une petite victoire qui Mais pop au moins, là, tu sais, vous êtes dans... Tu ratisses large, PB aussi, tu as tendance à faire ça, je crois, mais c'est tout dans le même domaine. Ouais. C'est pas, le divertissement. C'est pas chauffeur de taxi et chanteur cuisinier, et... puis humoriste. Ouais, mais pour moi, c'est différent quand tu regardes, parce que, puis corrige-moi si je me trompe, parce que tu le vis plus que moi, mais pour moi, un comédien, son objectif, c'est d'apprendre à réussir à se transformer en n'importe qui. Interpréter. Un humoriste, son but, c'est d'être lui le plus à 100%. Ouais. Fait que déjà là, c'est 2 jobs que je considère complètement différents. Mais il y a des styles différents, non? Oui, mais c'est toujours, tu sais, sur scène, t'es quand même lié à toi. Faut que ce soit une exagération de toi ou faut que tu l'incarnes. Fait que ça revient vraiment beaucoup à toi. Alors que les comédiens peuvent s'effacer complètement puis devenir quelqu'un d'autre. Fait que dans ma tête, c'est comme... Puis toi, en plus, tu fais l'animation. Puis c'est là qu'en animant, mettons, sur scène, mettons que tu animes un gala d'humour, c'est ça que je me disais que ce trait-là de désirabilité, c'est sûr que c'est un avantage. C'est sûr que c'est une belle qualité à avoir parce que ça fait de toi un bon animateur. Tu rentres sur scène et tu veux que tout le monde soit bien. Ouais. Puis moi, je t'ai vu animer, je sais plus combien de fois depuis 15 ans. Puis c'est ta force. Ouais, T'es excellent. Tu rentres, tu mets tout le monde à l'aise. T'es bon, t'as cette énergie-là. Puis c'est pas tout le monde qui a ce talent-là. Fait que dans ce cas-là, c'est hyper validé d'avoir ce trait-là pour toi. Exactement. Mais l'animateur va regarder après un humoriste qui est plus dans sa bulle, qui est plus comme, tu sais, des fois, des génies, tu sais, qui sont plus un peu... Mystérieux, qui sont, tu sais, awkward socialement, mais tu sais, qui sont tellement talentueux, ils vont arriver, c'est une petite bébite sur scène, ils vont faire de quoi, puis t'es comme, wow! Ça surprend. Puis là, t'es jalouse, mais tu jalouses pas cette personne-là, mais je fais comme, c'est hot, puis j'admire ça. Puis il y a une partie de moi qui aimerait être plus ça, être plus authentique, parce que des fois, t'as l'impression que justement l'animateur grand public commercial se prostitue un peu pour plaire à tout le monde et faire plaisir aux gens et avoir des contrats. Mais tu sais, c'est un peu ça. Mais quand je me tape sa tête, je me dis, je gagne ma vie, puis je reviens à l'essentiel. Quand je me tape sa tête sur ce côté-là, je me dis, au bout du compte, là, faut que je me foute de ce que les autres pensent de moi. Ils payent pas mon hypothèque et j'ai 2 enfants à faire vivre, à éduquer, puis à leur être heureux dans la vie. Je ne sais pas c'est quoi la vie. T'sais. Moi, là, en ce moment, j'ai 2 enfants avec moi, puis je dois profiter de la vie avec eux autres, puis
arrête de vouloir. On veut tout le temps être un peu quelqu'un d'autre. Puis je suis sûr que cette personne-là que j'admire sur scène, qui est un peu bébite, qui serait hyper talentueux, je me dis, il me regarde et il dit, j'aimerais ça être moins socially awkward, puis parler aux gens, puis pas être angoissé puis anxieux. Fait qu'on on est curieux de la différence, les humains. T'sais, on est curieux de mais tu sais, ce serait comment la vie si j'étais plus comme ci, comme ça. Tu sais, la fameuse expression, le gazon est toujours plus vert dans le cours du voisin. On est comme ça, puis à un certain égard, une chance, parce que je pense que c'est ça qui nous amène à nous améliorer. Tu sais, si ça avait pas l'air un petit peu plus vert chez le voisin, mais on n'essayerait pas de changer. Exact. Mais jusqu'à un certain degré. Tu sais, comme on le dit depuis tantôt, à un moment donné, il faut que tu acceptes que pas tu dans la vie. Un tu impersonnel. Un tu impersonnel. Il faut qu'on accepte que on sera jamais parfait. Ouais. Tu sais, la perfection, on ne peut pas l'atteindre. Puis je pense que c'est à partir du moment où on accepte ça que le bonheur, comme tu dis, est un petit peu plus accessible. Tu sais. Ouais. Mais pour vrai, là, moi, encore la phrase, je pense qu'il faut se trouver une phrase comme ça qui nous calme. Moi, c'est quand j'ai réalisé, pour vrai, j'essaie tellement d'être une bonne personne, mais je peux-tu être une bonne personne, mais on dit avoir choqué PB aujourd'hui. On s'est chicané sur un point de vue, mais est-ce que PB va considérer quand même, malgré ça, Martin Vachon, ben oui, c'est une bonne personne, il est gentil. Puis, mais PB plus que tous, en plus. Tu fais vraiment la part des choses. Capable de s'obstiner sur un point de vue. Puis, mais... Ben, je comprends. T'as le droit de penser t'es quelqu'un d'autre que moi. Fait que t'arrives avec un autre set de valeurs, un autre set d'opinions. Fait que t'as le droit de penser quelque chose d'autre parce que t'es quelqu'un d'autre. Fait que c'est pas... Mais c'est un bon point. C'est un bon point parce que c'est pas tout le monde qui est le même. Le monde va boquer, puis j'ai pas pensé comme toi, mais pas grave, je veux parler. Exact. Moi, c'est comme le monde... C'est correct si le monde te ressemble pas. C'est très égocentrique de faire comme tout le monde devrait penser comme moi, puis c'est pas normal que tu penses pas comme moi. Je fais, mais t'as pas la même vie que moi. Fait que moi, je pense ça parce que j'ai vécu ça, telle affaire, puis je suis devenu ça. Toi, t'arrives d'ailleurs. Fait que c'est normal que tu sois quelqu'un de différent. Mais ça m'amène à penser que quand on se pratique à s'exprimer, il faut choisir la personne avec qui on le fait. Tu sais, si tu te pratiques à dire non, t'es peut-être mieux de dire non à PB avant de le dire à quelqu'un qui... Mais c'est graduellement, on revient avec l'orteil dans l'eau, là, va pas tout de suite... Oui, non, tout à fait. À tout le monde en parle, dire « Moi, je pense pas comme vous autres, OK? Vous autres... Moi, je veux pas du rouge. J'aimerais mieux un petit verre de blanc. » Qu'est-ce qu'on boit? T'as pas de la bière. Il y a du monde qui font ça. C'est sûr qu'ils mentent à leur médecin, là. Oui. Tu sais, ces gens-là qui mentent aux médecins, ça me... 100%. On connaît. Il fait tellement avec notre liste de critères de désirabilité sociale. T'étais notre meilleur invité. Non, moi, j'aime pas mon médecin. Non, j'en connais. Tu connais. Moi aussi, j'en connais. Puis je suis comme, mais pourquoi? Mais c'est pas toujours des gros mensonges, hein? Moi, je réalise que quand c'est quelqu'un de professionnel, je n'ai aucune... Je vais être transparent, trop honnête. Pareil. Trop, Le médecin me demande, t'as-tu fait de la fièvre? Non, mais j'ai pissé du sang. Genre, je vais tout dire. Oui, mais c'est logique. MTS, hein? Genre, je vais être trop transparent. Puis je vais tout... Puis, mais tu fais bien, il faut. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, non, c'est ça, sa job. Faut être 100% transparent avec le médecin. Mais j'en connais du monde qui vont mentir justement comme toi à leur médecin. Mais non, elle va pas te juger. Elle veut savoir ce qui est mieux pour toi. Genre... Mais oui, vraiment. Tu dis ta santé est moins importante que le jugement du médecin. Moi, c'est ça que j'entends. Puis je fais, c'est pas logique. C'est pas absurde, logique. C'est la seule personne. Toi, tu passes ta vie tout seul avec Google, puis là, tu as quelqu'un qui peut répondre à tes questions pour vrai, puis tu vas y mentir. Je fais comme, ben là, qu'est-ce que tu fais? Mais là, c'est bizarre. Je viens de réaliser que j'ai pas ce côté-là avec... Puis toi, tu l'as vraiment développé. C'est ça. Tu sais, c'est pas du tout noir ou tout blanc, hein, la science. Et la désirabilité sociale, tu sais, c'est souvent, on va se poser la question, mais tu sais, il y a quelques critères qui sont là, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Tu sais, c'est pour ça que c'est un continuum, tu sais, tout le monde est différent, mais c'est de voir, en général, qu'est-ce que ça peut faire, la désirabilité sociale, ou qu'est-ce que ça peut faire, le perfectionnisme sur la santé mentale, si c'est présenté à l'extrême. Tu sais, si quelqu'un présente beaucoup de ces traits-là dans la plupart de ses activités de la vie quotidienne, ben là, ça peut mener à de la détresse, tu sais. Mais quand c'est des petits comportements par-ci, par-là, comme ne pas dire à son médecin qu'on va manger du poisson cru ensemble. Puis c'est un degré d'apprivoiser ça. Puis je pense que, oui, avec le médecin, j'étais 100% transparent puis j'avais aucune honte. Mais justement, vu que c'est quand même récent dans ma vie que je consulte une psy, au début, le Martin qui veut plaire à tout le monde... Même si ça me faisait du bien savoir, elle est 100% professionnelle, elle peut pas juger, elle va pas le dire, n'importe quoi. De dire des traits de ma personnalité que j'étais moins fier au début. Puis je dis, c'est drôle parce que là, j'ai comme, ça me fait de la peine que j'ai peur de te décevoir, mais
l'impression que la psy avait de moi, Martin semble une personne comme ça, non, mais là, de dire ces choses-là, je disais, c'est confrontant pour moi de volontairement détruire l'image que tu avais peut-être de moi. Ben, elle disait, Martin, j'ai pas d'image de toi. Tu sais, genre, avec une psy, ça m'a pris un peu plus de temps, mais là, je suis all-in, puis je dévoile mes secrets les plus profonds. Le perfectionnisme est embarqué, là. Oui, c'est ça, le perfectionniste embarque, je fais comme, je veux tout te dire ce qui est la dirt. Ouais. Genre, je veux bien performer en thérapie. Fait que voici toute la merde. Je google des maladies juste pour être bon là-dedans. Regarde. J'ai pensé que c'était ça, finalement, c'est pas ça. Ouais. Il y a deux affaires que j'aimerais aborder avant de terminer. Les médias sociaux doivent nuire aux gens qui sont comme ça. Parce que là, on a quantifié l'attention que tu reçois, on a quantifié le succès d'une pensée. Tu marques un statut, tu sais exactement, tu as des chiffres pour te dire on valide pas. Ouais. Fait que c'est quelque chose que tu négocies bien, ça? Mais c'est sûr que, tu sais, les réseaux sociaux, vouloir plaire à tout le monde, moi, ma page, j'ai réalisé que je suis tellement zéro polarisant. Tu sais, je suis rendu à 41 000, puis la seule fois que j'ai posté de quoi, je me disais, ça va peut-être diviser les gens, c'est quand j'ai posté mon premier vaccin, pour dire que j'avais été vacciné, puis 40 000, j'ai eu 3 commentaires de « Ouais, c'est ça, mais tu vas mourir. » Je fais comme « Aïe, mouton! » Moi, c'est ça, mais je n'ai pas ça sur ma page parce que... T'attires pas ça? J'attire pas ça, mais ce n'est pas... Puis je vais même pas là, puis des fois, je voudrais faire un commentaire plus policier ou n'importe quoi. Je fais, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma couleur de ma carte de divertissement, ce n'est pas ça, Martin Vachon, tu sais. Mais est-ce que tu penses que ta désirabilité sociale ou le degré de désirabilité sociale que tu as peut influencer ce choix-là que de ne 100%, pas... ce n'est que ça. Okay. Ce n'est que ça. Puis ça a été même longtemps ça dans mes débuts de carrière en humour. Mais ça, j'allais dire, sur scène, t'émets une opinion, tu divises ton public. Exact. Fait que ça peut être... Il y a des gens qui vont jamais émettre d'opinion en show parce qu'ils veulent pas. Parce qu'automatiquement, tu as du monde qui sont d'accord et pas d'accord. Fait que tu viens de le diviser. Fait qu'il y en a qui peuvent faire une carrière entière sans émettre une opinion sur quelque chose. C'est ça. Moi, il n'y a rien dans mon show qui va vraiment émettre... qui va diviser les gens. Puis, toujours encore, j'aimerais ça, mais ce n'est pas ce que je suis le meilleur parce que je ne suis pas... On dirait que l'humoriste, c'est une extension de la personne. Mm-hmm. Je suis pas comme ça dans la vie. Fait que j'irai pas essayer de diviser les gens sur scène qu'un crime dans la vie. J'ai de la misère avec un de mes meilleurs amis de dire pas comme lui. Fait que tu sais, je vais dans ce qui plaît à tout le monde. Mais oui, ça affecte mes réseaux sociaux, ce que je vais poster, les images que je vais mettre sur Instagram. Puis, je veux plaire à tout le monde. Puis, en même temps, tu veux plaire aussi à... Tu sais, des fois, je sais pas si tu fais ça des fois, bébé, mais j'ai déjà effacé des jokes qui n'avaient pas levé vite en une heure. Je fais comme, ça lève pas ce joke-là, on va l'enlever, là, pour que, je sais pas, pour bien paraître ou... Oui, pour la perpétuité. Oui, exactement. Je pense que c'est un patrimoine qui est répandu. Je pense pas qu'on est... Même si quelqu'un qui n'a pas rapport dans le milieu, tu fais un statut, qu'il n'y a pas de commentaires ou pas de likes... Oui, ça m'est arrivé, moi, de poster des trucs. Tu sais, ça m'arrive de partager, mettons, des entrevues que je fais ou des conférences que je donne ou des choses comme ça. Puis si je le partage puis que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de likes, ben je vais parfois me dire comment je pense que je l'ai pas mis à bonne heure, puis je l'enlève, puis je le remets plus tard. C'est correct, ça c'est stratégisé en fait. Je trouve ça c'est une bonne technique. Tu dis peut-être que je me suis trompé, puis là tu changes, puis tu regardes les heures d'affluence, puis là tu mets ça au bon moment. Fait que ça peut être aussi ça, tu sais. T'apprécies mon geste. Moi, j'apprécie ton geste. Je te valide. En tant que stratège de réseaux sociaux, il était vraiment... Je suis zéro. Je suis pourri là-dedans. Il y a un dernier point que je voulais aborder aussi. Puis ça, c'est un peu plus personnel, mais ça m'intéressait de t'entendre parler là-dessus. Parce que, étant donné que tu es comédien, ton image est super importante. Ton casting est important. Ouais. Ça fait assez longtemps qu'on se connaît que je sais que les gens qui écoutent en audio, Martin est magnifique. C'est un très beau garçon. C'est un bel homme. Et... dans le fond, t'étais le casting du beau gars, jeune premier, quand t'étais plus jeune. T'es encore ça, mais tu vieillis. Ouais. Puis, je me demandais, pour quelqu'un qui a ce trait-là, est-ce que c'est difficile, ça a été difficile pour toi de négocier ce changement de casting-là en vieillissant? Parce que j'imagine que, tu sais, il y a une différence entre toi maintenant puis toi il y a 20 ans. Oui, tout à fait. Fait que pour ce qui est des rôles, pour ce qui est de... Puis étant donné que moi, les comédiens que je connais, généralement, font super attention à leur look. Ils veulent vraiment bien paraître. Ils développent des complexes parce que c'est tellement une industrie qui est basée sur l'image. Oui, tout à fait. T'as-tu une transition? Y a-tu un changement ou t'étais correct? Parce que... Je suis encore stable dans faire très attention. T'sais, on en parlait des fois pour
des auditions, je vais me préparer, mais tu sais, oui, sur le look, tu sais, je m'entraîne, je fais attention à ce que je mange, je fais attention. J'essaie de bien paraître encore parce que oui, c'est encore un peu mon casting. Le fait que je parais bien, premièrement, c'est mon casting. J'ai eu des rôles à cause de ça, mais j'ai travaillé aussi à cause de ça. J'ai des portes qui s'ouvrent plus facilement des fois parce que tu parais bien, veux pas. C'est dégueulasse à dire, mais... Ouais, je sais, moi, les portes sont barrées. Moi, ils ont fermé. Ben, c'est moi qui l'ai refermé. Quand je passe, je fais juste bébé s'en vient, on va fermer la porte, on va m'embarrer. J'entends Marcel de l'autre bord de la pièce, puis je peux-tu rentrer? On a-tu du fun en beau? Hein? Ouais, c'est ça. Mais oui, ça va m'affecter. Ça m'a affecté que quand j'ai réalisé, je commençais à caler. Pas caler, mais c'est un peu plus clairsemé. Je pense pas que je vais perdre tous mes cheveux. Mais je ne vois aucunement ce dont tu parles. Mais ici, là, vu que j'ai eu un peu de blond dans mes cheveux, on le voit moins, mais quand je suis vraiment plus blond, ici, c'est plus clairsemé. Mon dessus de tête. Est-ce que tu as mis du blond pour ça? Non, j'étais vraiment summer look. J'avais moins de tournage. Je me disais, quelque chose, on s'amuse, on est funky. Finalement, j'ai eu plein de tournages, puis comme là, il fallait que j'assume. Je vais être blond partout à la télé. Mais finalement, je n'haïs pas ça. Ma blonde aime ça. J'essaie de... Ça a été tough aussi, de la désirabilité sociale. Ça, c'était quelque chose, pas qui divisait, mais ouais, t'as fait des mèches. De faire comme, ouais, mais moi, j'aime ça. J'avais le goût. Ma blonde aime ça. Ton opinion, il faudrait que je m'en calisse. C'était tough. C'était comme, mais pour moi encore, c'était un orteil. Genre, là, tu fais quelque chose qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais toi, Martin, t'avais le goût d'avoir des genres de mèches, comment on appelle ça, un balayage. J'avais le goût d'être plus summer boy, puis t'amuser là-dedans. Ça a été tranquillement. Mais pour revenir à ta question, oui, ça m'affecte. Je pense que ça va plus m'affecter un peu plus tard. Mais en même temps, j'ai jamais bien dealé avec mon look. OK. Parce que j'ai tout le temps eu peur. C'est tellement ça. De vouloir plaire à tout le monde. Et le fait, des fois, de bien paraître faisait en sorte que du monde ne m'aimait pas à première vue parce que j'avais l'air d'un grand fraîchier fendant. Ouais. Puis que au fond de moi-même, Chris, tu me connais, tu fais Chris, Martin, il est loin d'être un fraîchier. Ouais, vraiment. Mais ça me stressait dans un party parce que j'arrivais, hey, puis là, je veux pas, surtout quand j'étais jeune et célibataire, j'arrivais, le grand blond avec des dents blanches, Ken qui arrive, j'étais comme, non, mais aime-moi. Je suis pas un fraîchier, je suis pas. Fait que, tu sais, je dealais pas bien avec ça. Fait que le fait que je suis moins identifié juste un beau gars, je vis bien avec ça. Puis ça va changer ton casting aussi, puis ça va peut-être te donner des opportunités de rôle que tu n'aurais pas eu avant. Fait que d'un point de vue strictement artistique, c'est intéressant pour toi. J'aime bien mieux faire ça. On vient de me proposer une audition, on va peut-être faire l'audition pour un rôle qui est totalement en anti-casting, puis ça, moi j'adore ça. Ça, j'aime ça. Si que j'aime ça, aller à l'encontre de faire un méchant, quelque chose, le monde, parce que je suis tellement Golden Retriever que le monde ne s'attend pas que je sois capable de faire ça. Puis quand je le fais, ça t'y trouble. Puis, Mais dans le District 31, t'as pas fait... Exact. Ouais, t'as fait quelqu'un de pas correct. Ouais, là. Exact. Il avait tué son père. Mais on le sait pas. C'était même pas clair. Même moi, je sais pas si officiellement je l'ai tué. Non, mais c'est ça, mais on doute fortement. Là. Ouais. Fait que, ouais, mais oui. Puis là, ça me fascine parce que le podcast, ça fait en sorte que oui, je savais que j'étais ça. Et là, en ce moment, je suis, oh my God, je suis tellement dans la désirabilité sociale. Et gang à la maison, dites-les souvent, c'est pas facile à dire. Ouais. Dites-le trop fois d'affilée. Mais il y a une raison pourquoi la désirabilité sociale, c'est un trait qui existe. Eh oui, il y a une raison. Ça, je disais à PB ce matin avant l'émission, tu sais, tous les traits qui sont conservés dans l'évolution, techniquement, ils ont une raison d'être. Tu sais, même quand tu penses à des psychopathologies comme l'anxiété, crime, t'es anxieux parce que dans le temps des hommes des cavernes, celui qui est anxieux, c'est celui qui survivait le plus. Il les voyait arriver à l'avance, les mammouths. Là, okay? Et donc, la désirabilité sociale, l'hypothèse qui existe, l'hypothèse évolutionniste derrière ça, c'est que, justement, dans le temps des hommes des cavernes, tout seul, devant un mammouth, on faisait pas long feu. Il fallait que les gens se regroupent pour être plus forts devant les menaces. Et donc, ceux qui avaient le plus de chances d'avoir une gang, c'était ceux qui avaient un petit peu de désirabilité sociale parce qu'ils sont agréables. Ouais. Tu veux rester avec eux. Puis c'est aussi la raison qui expliquerait qu'en ce moment, en science, ce qu'on voit, c'est que les gens qui sont plus de genre féminin ou encore les femmes de sexe biologique, là, ont un degré de désirabilité sociale plus élevé que les hommes parce que, si on revient au temps des hommes des cavernes, les femmes avaient plus besoin d'une chum à côté d'un mammouth qu'un homme qui avait plus de force musculaire. T'sais. Et donc,
je sais pas si t'es de genre plus féminin, de genre psychosocial plus féminin, mais en général, les hommes et les femmes qui ont ce genre-là plus présent ont une désirabilité sociale qui est plus élevée, puis c'est la raison pour laquelle ce trait-là existera encore aujourd'hui. Puis peut-être si les hommes des cavernes, ils devaient manger quelqu'un, mais on va pas manger le gars que tout le monde aime, ça, on va manger lui qui nous gosse les nerfs. Fait que lui, hey, gang, on va pas manger moi, come on! C'est moi, c'est Marc! Hey! Mangez-moi pas! Je pense que c'est le meilleur punch-out. Ça va être mangez-moi pas. Mangez-moi pas. Ouais. Ça va être tout! Ça va être la quote de l'épisode. Martin Vachon, mangez-moi pas. Merci d'avoir participé. Merci à vous. J'espère que ça a été intéressant pour les auditeurs. Puis j'espère que j'ai pas été trop lourd. Oh mon Dieu, non, là, faut pas que Absolument tu aies de la désirabilité sociale. Là, t'as été parfait. Oui. OK, parfait. Ils m'ont aimé. Ça va être Commenté, dis qu'il était beau, qu'il était bon, qu'on l'aime. Ouais, pas sûr, Martin, t'aurais dû parler de ça. Oh, ma journée est finie après. J'aurais pas dû. Non, c'était très le fun. Puis tu résumes puis tu simplifies bien des termes scientifiques. Fait que c'est super intéressant d'écouter. PB, tu lis ça de main de maître. Ben, bravo. Puis Merci. le podcast est vraiment le fun. Merci beaucoup. Yeah.